Voici la première histoire. Êtes-vous prêt? Je n'avais pas l'intention de m'attarder à cette soirée. Je suis arrivé, j'ai salué celui qui fêtait son anniversaire, j'ai pris une boisson non alcoolisée et j'ai essayé de ne pas me perdre au milieu de la musique et des conversations. La maison était grande, vieille, avec des escaliers étroits menant au premier étage et un long couloir qui desservait plusieurs chambres. Il y avait beaucoup de monde. Le bruit montait par vagues, des rires, des cris. Quelqu'un chantait par-dessus la musique qui sortait des enceintes. Au bout d'une heure, je me suis retrouvé à l'étage. J'avais simplement besoin d'aller aux toilettes. Je suis resté un peu plus longtemps dans la salle de bain. Je me suis lavé les mains, j'ai regardé mon téléphone, j'ai respiré le silence qui manquait en bas. En sortant, j'ai entendu un claquement de porte sourd dans la pièce voisine et les voix étouffées de deux garçons. Ils parlaient à voix basse, mais riaient comme s'ils faisaient beau quelque chose d'amusant et de secret. J'allais redescendre, mais une phrase que j'ai entendue m'a cloué sur place. Mets-la juste dans le placard pour plus tard. J'ai eu l'impression que l'oxygène avait soudainement été coupé dans la pièce. Je me suis figé, la main encore sur la poignée de la porte de la salle de bain. Puis, des rires. Quelqu'un a dit « Pierre, feuille, ciseaux, qui commence ?» L'autre a répondu « Moins fort, elle est KO, elle n'entendra rien. Dépêchons-nous pendant que tout le monde est en bas. » Au début, mon cerveau a refusé de donner un sens à ces phrases. Puis la compréhension est venue, et avec elle, un frisson glacial. J'aurais préféré me tromper, que ce soit une blague stupide et de mauvais goût. Mais dans leur voix, il n'y avait pas l'ombre d'un doute, seulement une détermination ivre et ce genre d'assurance qui n'est quand personne n'est là pour dire « stop ». Je me suis plaqué contre le mur près de la porte de la salle de bain et je n'ai plus bougé. Je les entendais marcher lourdement sur le sol, déplacer quelque chose de lourd, rire nerveusement. Puis le grincement d'une porte de placard, un bruit sourd, et l'un d'eux a lancé « C'est fait. Allons en bas trouver d'autres bières. » Quand leurs pas se sont tus et que le silence a de nouveau envahi le couloir, deux vagues m'ont submergé en même temps, la peur et la colère. La première murmurait « Ne t'en mêle pas. Et s'ils sont encore là? Et si tu t'es trompé et qu'on te fait passer pour un idiot ?» La seconde brûlait dans ma poitrine et disait « Si tu pars maintenant, tu feras partie de ça. » Le choix était à la fois simple et compliqué. J'ai prudemment jeté un coup d'œil dans le couloir. La porte de la chambre voisine était entr'ouverte. À l'intérieur, la pénombre, des vestes éparpillées sur le lit, une odeur de bière et de parfum mélangés en une douceur poisseuse. Je suis entré, j'ai contourné le lit et j'ai regardé la grande armoire encastrée avec des portes en miroir. Le miroir reflétait mon visage pâle et mes doigts tremblants. J'ai attrapé la poignée, j'ai avalé ma salive et j'ai tiré d'un coup sec. À l'intérieur, une fille était allongée sur le sol. Elle semblait avoir à peine plus de 16 ans, 18 au maximum. Elle portait une jupe sombre, un top à paillettes sous lequel on voyait la lanière d'un sac à main. Elle était inconsciente, les paupières lourdes, la respiration superficielle, la bouche entr'ouverte. Sur ses joues, des traces de mascara, comme si elle avait pleuré récemment ou simplement étalé son maquillage en se frayant un chemin dans la foule. Ses genoux étaient repliés, ses cheveux collés par la sueur. Une odeur d'alcool émanait de ses lèvres. J'ai touché son épaule et j'ai dit doucement « Hé, tu m'entends? Tu m'entends ?» Pas de réponse, seulement une respiration faible mais régulière. Ma première pensée a été de la sortir de là immédiatement et de la descendre. Mais je me suis retenu. La maison était pleine, j'étais seul, et ces deux-là étaient quelque part à proximité. S'ils me voyaient avec elle, je ne savais pas comment ils réagiraient. J'avais besoin de renfort, de mes gens. Mes frères étaient en bas, nous étions venus ensemble. J'ai refermé doucement la porte du placard, laissant une petite fente pour l'air, et j'ai cherché une couverture ou une veste dans la pièce. Sur le lit traînait une grande veste en jean, je l'ai posée sur les jambes de la fille pour la couvrir un peu, et j'ai répété à voix basse
Je reviens tout de suite. Puis j'ai de nouveau écouté dans le couloir et je me suis éclipsé. Descendre les escaliers était angoissant, comme si chaque marche pouvait traîtreusement grincer et me dénoncer à toute la maison. En bas, la musique jouait, les gens riaient, quelqu'un se disputait près de la cuisine, l'odeur de pizza me montait au nez. Vous connaissez ce sentiment quand quelque chose de très grave vient de se produire dans le monde, mais que tout le monde autour vit comme si de rien n'était. C'était exactement ça. J'ai vu mes frères près du frigo et j'ai couru vers eux. Les gars, montez vite. Et je dis doucement, mais d'un ton qui leur a fait comprendre que ce n'était pas une blague, sans poser de questions. Maintenant. Et prenez 2 autres gars. Nous avions un vieil accord. Si je parlais sur ce ton, il fallait agir. Sans scène, sans qu'est-ce qui se passe. Ils ont hoché la tête. Chacun a appelé un ami. Nous nous sommes comme dissous dans la foule et sommes montés au premier étage par vagues différentes pour ne pas attirer l'attention. Dans la chambre, j'ai rapidement expliqué. Il y a une fille dans le placard, inconsciente. Ils l'ont mise là. Il faut la descendre et la sortir de la maison sans bruit, discrètement. Les visages de mes frères se sont durcis. L'un a vérifié son pouls, normal mais lent. Un autre a sorti son téléphone pour appeler le 103 ou au moins le propriétaire de la soirée. Nous avons décidé de la mettre d'abord dans la voiture, là, c'est calme et sûr, et d'appeler en même temps. Nous nous sommes répartis les rôles. 2 la soulèvent, 2 surveillent à la porte et le couloir. Je marche devant et je dégage le passage. Nous avons sorti la fille avec précaution, comme si elle était dans une boîte en verre. Un sous les épaules, l'autre sous les genoux. J'ai bien enroulé la veste autour d'elle. Dans les escaliers, je marchais un demi-pas devant et je regardais en bas pour voir si quelqu'un montait. Dans ma tête, une pensée pulsait, pourvu que ces 2-là ne reviennent pas maintenant. Heureusement, la foule dansait, les lumières clignotaient, personne ne prêtait vraiment attention aux escaliers. Nous nous sommes fondus dans le bruit de la fête. Et pour la première fois, c'était à notre avantage. Dehors, il est devenu plus facile de respirer. L'air froid nous a tous un peu dégrisés. Nous avons allongé la fille sur le siège arrière de la voiture de mon frère en plaçant une veste pliée sous sa tête. Elle a gémi, faiblement, mais c'était comme un signal disant « elle est là ». J'ai appelé le 103 et j'ai brièvement décrit la situation. Inconsciente, alcool, peut-être quelque chose d'ajouté. Nous demandons une ambulance. L'autre frère est retourné dans la maison pour trouver le propriétaire et lui dire que des choses inacceptables se passaient à sa fête. Il a aussi discrètement demandé si quelqu'un avait vu 2 types monter à l'étage pour chercher un peu de calme. En attendant l'ambulance, j'étais assis dans la voiture et je parlais à la fille presque en chuchotant, comme on parle à quelqu'un qui dort pour le ramener d'une pièce lointaine. « Et comment tu t'appelles ? Tout va bien. On est avec toi, tu es en sécurité. » Elle a à peine bougé, ses doigts se sont contractés, comme s'ils attrapaient l'air. L'odeur d'alcool était forte, mais j'ai senti autre chose. Une note douce, amère, difficile à confondre si on l'a déjà sentie. L'idée de quelque chose de versé dans son verre m'a immédiatement traversé l'esprit. Cela m'a glacé encore plus. L'ambulance est arrivée rapidement, en une dizaine de minutes. Les ambulanciers ont agi avec précision. Vérification des pupilles, du pouls, de la tension, de l'oxygène. L'une de leurs premières questions, quelqu'un aurait-il pu lui donner quelque chose? Nous avons répondu honnêtement. Nous ne savons pas, mais nous le soupçonnons. Ils l'ont emmené à l'hôpital. L'un des nôtres les a accompagnés, les 2 autres sont restés pour terminer le travail ici. Pendant ce temps, dans la maison, l'ambiance se tendait. Le propriétaire, en voyant nos visages sérieux et en entendant une fille inconsciente dans un placard, a pris peur et a commencé à chercher les coupables. Je ne sais pas s'ils ont trouvé ces 2-là, c'est difficile dans une foule. Mais plusieurs personnes ont confirmé avoir vu 2 garçons emmener à l'étage une fille qui tenait à peine debout. Nous avons aussi appelé la police pour qu'ils enregistrent pour les faits. Tous les invités n'ont pas été ravis de cette décision,
Mais honnêtement, cela ne me préoccupait plus. Plus tard, on a appris qu'elle avait 18 ans. Elle était venue avec des amis pour 1 heure, avait bu une bière, puis trou noir. Les médecins ont dit qu'ils avaient trouvé de l'alcool et des traces d'une substance souvent utilisée pour droguer les boissons, car elle paralyse rapidement et efface la mémoire. Elle ne se souvenait ni comment elle s'était retrouvée au premier étage, ni du placard. Ses parents sont arrivés à l'hôpital au petit matin. J'ai parlé à sa mère, elle me remerciait et pleurait, tenant son téléphone à 2 mains comme si elle avait peur de le laisser tomber. La police est allée chez le propriétaire le lendemain, a pris les enregistrements des caméras dans l'entrée et dans la cour, a interrogé les invités. On ne m'a pas dit s'ils avaient retrouvé ces deux-là. Peut-être que l'enquête se poursuit. Peut-être qu'il n'y a pas de preuves claires. Mais j'espère toujours qu'ils les ont trouvés. Pas par vengeance, mais pour que la prochaine fois, quelqu'un comme eux ne répète pas la blague. Ce soir-là, quand les choses se sont un peu calmées, une deuxième vague m'a submergé, non pas de peur, mais de fureur à l'idée que cela aurait pu se produire silencieusement et banalement. Et en même temps, un étrange sentiment de gratitude pour les choses simples. Que nous soyons 4, qu'il y ait une couverture dans la voiture, que l'ambulance soit arrivée vite, que la fille respire. Quand, dans de tels moments, les gens aiment dire « j'ai juste eu de la chance d'être là », je souriais autrefois avec scepticisme. Maintenant, je comprends que cela a un sens. Il faut que quelqu'un soit là, quelqu'un qui ne détournera pas le regard. Après cette nuit, je suis souvent revenu en pensée à ce couloir du premier étage, au moment où la porte du placard s'est refermée et où la pièce est devenue trop silencieuse. J'ai beaucoup pensé à l'effet secondaire des grosses soirées. Personne n'est responsable de rien. Tout le monde fait juste la fête, mais c'est précisément dans ce flou des limites que le pire naît. Je n'ai pas de recette toute faite, mais j'ai tiré quelques conclusions pour moi-même que je partage chaque fois que j'en ai l'occasion. Premièrement, veiller les uns sur les autres n'est pas une honte. Si des amis décrochent soudainement, si une fille ou un garçon ne se comporte pas comme s'il était juste ivre, mais comme s'il était déconnecté, ce n'est pas un « oh », ça arrive, c'est un signal. Deuxièmement, ne pas aller à la confrontation seul quand on sent une menace. Je suis content de ne pas être allé régler ça avec ces deux-là tout seul. Je ne sais pas comment ça se serait terminé. Troisièmement, appeler le 103 et la police n'est pas une exagération. Mieux vaut appeler une fois de trop que de se le reprocher plus tard. Et quatrièmement, ne pas se taire après. Si nous ne racontons pas de telles histoires, si nous nous déresponsabilisons, ce genre de type développe un sentiment d'impunité. De temps en temps, des connaissances m'écrivent et me demandent « Alors, tout ça est vraiment arrivé ?» Oui, c'est arrivé. Rien d'héroïque, juste la bonne réaction au bon moment. Je ne sais pas ce qui se serait passé si je n'avais pas entendu cette phrase près de la salle de bain. Peut-être qu'elle se serait réveillée seule, serait sortie et aurait essayé de rassembler ses souvenirs fragmentés. Ou peut-être pas. Et je ne veux pas vérifier laquelle des deux options aurait été la plus probable. Nous romançons parfois les fêtes et la liberté. Mais la liberté sans responsabilité est une pente très glissante. Cette nuit-là, nous avons simplement prêté main forte. Et cela a suffi pour que l'histoire de quelqu'un ne se transforme pas en tragédie. J'entends encore cette voix dans le couloir, mets-la juste dans le placard pour plus tard. Et chaque fois que je l'entends, je me réponds « non, pas aujourd'hui ». Voici la prochaine histoire. C'est arrivé l'un de ces jours où le monde semblait s'être rétréci à deux choses, la douleur et le silence. Ma vie à cette époque était fragmentée en courts morceaux, les appels des hôpitaux, les sacs qu'il fallait préparer, et chaque matin qui commençait non pas avec un café, mais avec des bilans de santé. Mon cousin était mort dans un accident de la route. Il avait 1 an de plus que moi, il était joyeux, talentueux, et pour toute la famille, ce fut une onde de choc qui a tout traversé. Les funérailles, un matin froid, des gens en noir, un silence entre les mots parfois brisés par des sanglots. J'avais l'impression
que le monde entier était devenu beaucoup plus lourd. Cette nuit-là, quand nous sommes rentrés des funérailles, la maison était remplie de monde. Des proches venaient en nous soutenir, certains apportaient de la nourriture, d'autres répondaient aux appels. Nous étions assis dans le salon, du thé était sur la table, et quelque part dans un coin se trouvaient des cartes avec des messages. Ma tante, sa mère, étaient tout à la fois, brisée et déterminée. Elle luttait avec un corps qui avait de la place pour le chagrin et des yeux pleins de pertes. Je ne parvenais pas à trouver les mots qui auraient dû alléger son fardeau, il n'y avait tout simplement rien à part le vide. Et c'est alors que s'est produit ce que je ne pouvais ni comprendre ni supporter. Ma mère, regardant tout ce spectacle de deuil, a dit doucement, presque en plaisantant, « Oh, j'aimerais être ta tante D. » Ces mots ont résonné aussi simplement que si elle parlait de la météo. On aurait pu croire que j'avais mal entendu. J'ai demandé, pour tester, car je ne croyais pas avoir entendu ce que je venais d'entendre. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Elle a juste fait un clin d'œil et a ri, comme pour confirmer que, oh, c'était une blague. Mais ce n'était pas une blague. Je voyais autre chose dans ses yeux, une envie que je ne l'avais jamais cru capable de montrer si ouvertement. Mes mots ont transpercé la pièce. Tu veux dire que tu souhaiterais que quelqu'un de notre famille meure pour recevoir de l'attention ? Elle a balayé ma question d'un geste. Mais qu'est-ce que tu dramatises ? Je ne veux la mort de personne, je veux juste que les gens viennent aussi me voir comme ça. Sa voix était légère, mais on y décelait une indifférence sincère à la tragédie d'une autre personne. Et ce fut un couteau dans mon cœur. J'ai perçu une personne si petite, qui toute sa vie avait concouru pour l'attention de ses parents, même s'il fallait pour cela se jeter sur les blessures des autres. La première réaction a été la stupéfaction, puis la colère, et ensuite, une sorte de gel intérieur qui est resté longtemps. Je ne pouvais pas accepter que la personne qui m'avait élevé puisse réagir de manière si minimale à la douleur d'autrui. J'avais même honte de ressentir de la honte, car une pensée tournait dans ma tête. Comment peut-on même parler comme ça ? Les jours suivants ont été une épreuve. La famille avait besoin de soutien. Nous nous réunissions, organisions les papiers, accueillions les gens qui voulaient de faire leur adieu. Et chaque fois que des gens venaient voir ma tante, chaque marque d'attention à son égard était pour ma mère comme la fin du monde. Elle a commencé à comparer, qui avait appelé combien de fois, qui avait pleuré combien de temps, qui avait apporté combien de plats. J'ai remarqué comment ses yeux aspiraient à être au centre de l'attention, sans aucune subtilité ni compassion. Un matin, n'en pouvant plus, j'ai haussé la voix. Il ne s'agit pas de savoir qui pleure le plus, ce n'est pas un concours. Elle a de nouveau haussé les épaules. Vous êtes tous si sentimentaux. Tu exagères. Et c'était encore pire, non seulement de l'envie, mais la négation même du chagrin. J'ai senti qu'un mur entre nous s'était effondré pour toujours. Il y a eu plusieurs incidents qui ont définitivement scellé ma position. Lors d'une des réunions de famille, alors que les gens discutaient de la manière d'aider ma tante avec les papiers et les funérailles, ma mère était assise et comptait les regards, attendant des éloges pour sa sollicitude. Et puis, quand quelqu'un a exprimé une sincère compassion à ma tante et a pleuré, ma mère a répondu à voix haute « Tout ça, c'est de l'hypocrisie. Tout le monde veut paraître bon. » Je me suis approché et j'ai dit « Peux-tu juste une minute sortir de ton propre miroir et simplement laisser les autres pleurer ?» Elle a répondu avec ironie « J'ai aussi des sentiments, mais je les exprime différemment. » La conversation a dégénéré en conflit, non pas un de ces conflits bruyants qui suscitent l'intérêt des invités, mais un conflit subtil, profondément toxique. Je me souviens avoir senti que chacune de ces paroles était comme de la glace qui s'enfonçait de plus en plus sous ma peau. Il n'y avait plus de langage commun. J'ai commencé à remarquer les petites choses quotidiennes dans son comportement. Comment elle se mettait en avant en société, comment elle se créait une image de martyr quand il le fallait, comment elle utilisait les larmes au bon moment pour détourner l'attention. Cela s'est produit à plusieurs reprises. Et chaque fois, une tempête se levait en moi, d'abord l'indignation,
puis une tristesse silencieuse et froide. Quelques semaines après les funérailles, alors qu'une fragile stabilité commençait à revenir dans notre quotidien, ma mère et moi avons eu une conversation. Je ne cherchais pas la vengeance, mais je voulais comprendre pourquoi elle parlait ainsi. Assise à table, avec des tasses qui avaient eu le temps de refroidir depuis longtemps, j'ai posé une question simple. Aurais-tu vraiment souhaité que quelqu'un de notre famille meure pour recevoir de l'attention ? Sa réponse fut étrange dans sa simplicité. Non. Je veux juste que tu comprennes. Parfois, je me sens invisible. Et là, j'ai soudain réalisé, derrière sa dureté et son envie, se cachait un besoin inassouvi, le besoin d'être remarqué, apprécié. Le problème est que le désir d'être remarqué ne donne pas le droit de détruire les sentiments des autres. Nous avons parlé longtemps et difficilement. J'ai expliqué comment ces paroles avaient blessé ma tante, moi, tout le monde autour. Elle, à son tour, a parlé de son enfance, des petites choses qui lui avaient toujours fait se sentir secondaire. J'ai compris que sa cruauté avait des racines. Mais comprendre n'est pas excuser. Le pardon est un processus qui dure plus d'une soirée autour d'une table. Après cette conversation, j'ai commencé à établir des limites. J'ai appris à dire c'est blessant et une telle phrase est inacceptable. Et j'ai remarqué que je lui permettais de moins en moins de manipuler l'attention dans la famille. Je ne suis pas devenue agressive. J'ai simplement appris à ne pas être là quand je sentais que son besoin d'être au centre nuisait aux autres. Cela signifiait que parfois, je ne venais pas aux réunions de famille, parfois je répondais brièvement à ses commentaires, et parfois je partais simplement dans une autre pièce. C'était douloureux, mais nécessaire. Avec le temps, notre interaction a changé. Elle a appris à montrer son attention de manière plus subtile, et moi, à lâcher une partie de mes attentes. Elle n'est jamais devenue une héroïne de l'empathie, elle en était loin, mais parfois, quand je la regardais, je voyais des vagues de remords sincères. Et c'était peut-être le minimum que l'on pouvait attendre d'une personne qui avait si ouvertement exprimé son envie. Ce que j'ai retenu de cette histoire, outre la douleur, ce sont plusieurs choses qui, pour être honnête, sont devenues pour moi une leçon de vie. Les gens font souvent du mal, non pas parce qu'ils sont cruels, mais parce qu'ils souffrent eux-mêmes. Cela n'excuse pas leurs paroles, mais aide à en comprendre la source. Il est important de poser des limites. Claires, calmes, sans agressivité mais fermes. Si l'on ne dit pas c'est inacceptable, le comportement se répétera. Le pardon est un processus. Il ne signifie pas l'oubli ou l'annulation de la douleur, mais plutôt le fait de se libérer de la souffrance constante causée par les actions d'un autre. Quand je repense parfois à cette phrase « J'aimerais être ta tante D », elle résonne encore vivement dans ma mémoire, mais elle ne me détruit plus comme avant. J'ai appris à utiliser cette douleur comme un phare. Maintenant, je sens mieux où sont mes limites, et je ne permets à personne de les franchir sous prétexte que je souffre aussi. Et bien que je comprenne la source de son envie, je n'accepterai jamais que la douleur de quelqu'un devienne une scène pour quelqu'un d'autre. Voici la prochaine histoire. Je travaillais comme infirmière de nuit dans une unité psychiatrique à accès restreint, celle où se trouvaient des personnes qu'on ne pouvait pas simplement laisser sortir dans le couloir en attendant qu'elles se calment d'elles-mêmes. Les gardes de nuit avaient toujours un rythme différent. Moins de bruit, plus de silence. Un silence qui, en soi, pèse sur les épaules. La plupart des patients dorment ou regardent le plafond avec lassitude. Ceux qui ne dorment pas restent généralement silencieux, lisent ou manipulent les gobelets en plastique sur leur table. Mais parfois, il en arrive qui apportent avec eux une autre sorte de silence, celui qui résonne comme un bourdonnement dans la tête longtemps après avoir quitté le service. Ce soir-là, nous devions avoir une admission de routine. Une ambulance avait amené un patient d'un service local, nous prévenant que cette personne avait déjà été problématique dans d'autres hôpitaux. Agressive, réfractaire aux règles, renfermée sur elle-même et parfois violente. Quand je reçois de tels avertissements, une liste de mesures standards me vient immédiatement à l'esprit.
Une attention accrue pendant l'entretien, 2 infirmières pendant l'examen physique, s'assurer que les poches sont vides, vérifier l'absence d'objets dangereux et, le plus important, ne pas montrer sa peur. La peur donne à cette personne la force qu'elle recherchait peut-être. J'étais seul à l'accueil, car c'était la nuit, et il restait un minimum de personnel de garde. Mes collègues étaient répartis aux autres étages, et l'infirmière en chef du service était en vacances. J'avais déjà fait des admissions seul à plusieurs reprises, je savais donc comment procéder, poliment, professionnellement, clairement. Nous avons conduit le patient dans un court couloir jusqu'à la salle d'admission. Il marchait tranquillement, sans s'agripper aux rampes, sans crier. Il était simplement silencieux, et ce silence était alarmant. Pendant l'enregistrement, j'ai rempli tous les formulaires, vérifié les documents, pris connaissance des remarques précédentes. Son dossier était bref et laconique, quelques notes sur des bagarres mineures, quelques avertissements sur le fait qu'il avait été exclu d'autres établissements. Mais quand je lui ai parlé, il était étrangement poli. Il répondait aux questions, parlait de ses médicaments, se comportait comme s'il était à un entretien d'embauche dans un bureau. Il a accepté que je vérifie ses poches, a consenti à se déshabiller pour l'examen, sans manifester de protestation. J'ai fait ce que je fais toujours dans ces cas-là. J'ai essayé de briser la glace, d'aborder des sujets simples, pour que la personne ne se sente pas vulnérable et n'éprouve pas le besoin de se défendre. Nous avons parlé de la météo, un petit sujet stupide qui aide généralement. Ensuite, en tant qu'infirmière, j'ai commencé à énumérer les procédures standards. Nous allons maintenant vérifier vos signes vitaux, je vais prendre votre tension, vérifier votre pouls, etc. Il a accepté, et je me suis accroupi à côté du tensiomètre portable, dans l'espace étroit de notre bureau d'accueil. La lumière était douce et un peu jaunâtre à cause de la lampe. Pendant que je réglais l'appareil, il s'est penché de manière à ce que mon visage se trouve à peu près à portée de main, et il a chuchoté quelque chose qui, à première vue, aurait pu sembler anodin. Il ne parlait pas directement dans mes yeux, il s'adressait plutôt à lui-même ou à quelqu'un d'invisible à côté, mais les mots étaient clairs. Non, tout va bien. Nous n'avons pas besoin de la toucher. Elle est gentille. Elle fait juste son travail. Sa voix était neutre, ni agressive, ni douce, plutôt froide, avec une légère nuance de sourire satisfait. Il avait un sourire sur le visage, celui qui ne vient pas de la joie, mais d'une sorte de satisfaction intérieure. Un sourire qui dit « J'ai compris ce qu'on peut faire ensuite ». Je me suis arrêté un instant. À côté de moi, l'appareil bourdonnait sourdement. Mais un autre son a retenti dans ma tête, mon cœur. Je sentais le sang affluer à mon visage, mais j'essayais de ne pas le montrer. La formation et la pratique me soufflaient. Ne réagis pas, ne l'offense pas, n'entre pas dans son jeu. Ma première pensée a été professionnelle. Il ne s'adressait pas à moi, peut-être qu'il se parle à lui-même, mais chaque cellule de mon corps disait le contraire. Il ne parlait pas de ne pas toucher quelqu'un d'abstrait. Il le disait comme s'il discutait d'une personne concrète qui travaille dans le service. Et dans cette phrase, il y avait quelque chose de plus, comme un avertissement, ou une reconnaissance satisfaite. Je me suis préparé à terminer la procédure. Cela a pris 1 minute ou 2. J'ai rapidement pris toutes les mesures nécessaires. Tout était normal ou légèrement élevé, la tension, le pouls stable. Il n'agitait pas les mains, ne montrait aucune intention. Mais chaque instant passé à portée de main de lui semblait durer une éternité. Quand je me suis levé pour aller dans la pièce, il s'est levé à son tour et a répété doucement, de manière à ce que ce soit audible, mais pas trop. Elle ne se doute de rien. Elle fait son travail. Tout ira bien. Je suis sorti du bureau, les résultats en main, sentant ma respiration s'accélérer légèrement. Le couloir était froid. Les lampes diffusaient une lumière douce. J'essayais habituellement de ne pas changer mes plans à cause de sentiments d'inquiétude, mais mon intuition me disait « sois prudente ». J'ai décidé de ne pas laisser le patient seul dans la chambre trop longtemps et d'appeler une présence supplémentaire, une procédure standard en cas de doute. J'ai essayé de contacter le poste par radio,
Mais pour une raison quelconque, la ligne était occupée. Le serveur a indiqué que l'infirmière en chef était là, mais elle se trouvait à l'autre bout du service avec un patient. J'ai commencé à organiser des mesures temporaires, placer le patient près de la fenêtre dans une chambre avec vue sur le couloir, laisser la porte entr'ouverte pour voir qui entre. Il souriait pendant que je faisais cela. Le sourire ne quittait pas son visage. Et c'est précisément ce sourire, combiné à ces paroles, qui a provoqué en moi un froid qui ne passait pas. Je n'ai dit à personne les mots exacts, ni il a menacé, ni il a dit qu'il voulait frapper quelqu'un, car je ne voulais pas paraître paniqué. À la place, j'ai prononcé des phrases calmes et professionnelles. « Nous allons vérifier à nouveau votre pouls, je vais vous installer plus près du couloir », et tout cela avait l'air de gestes de routine. Mais à l'intérieur, je pensais déjà plusieurs coups à l'avance. Qui d'autre dans le service pourrait être une cible? Qui, peut-être, travaille seul aujourd'hui? Peut-être un nouveau dans l'équipe qui ne connaît pas les protocoles? Peut-être que ce n'était pas une menace, mais juste un jeu pathologique dans son imagination. Mais au fond de moi, j'avais le sentiment qu'il valait mieux prendre des précautions. Quand il a été conduit à sa chambre, je suis resté quelques minutes à côté de lui. J'ai posé un verre d'eau, vérifié le lit, échangé quelques phrases neutres de plus. Il écoutait et souriait comme si tout se déroulait selon le plan, comme si mon attention faisait partie de ce même jeu. Puis, quand une autre infirmière est entrée pour prendre son service de nuit dans la chambre voisine, je suis allé remplir les documents. Chaque phrase, il l'a répétée doucement, comme pour lui-même. Après cette nuit, je ne peux pas dire qu'il se soit passé quelque chose d'extraordinaire. Le patient n'a pas attaqué le personnel. La nuit s'est déroulée sans incident, et le matin, il a été transféré sous un autre régime de surveillance. Mais il est resté dans ma mémoire bien plus que les notes sèches du dossier. Je me souviens de ce sourire qui n'était pas un rire, mais un signal. Je me souviens de la façon dont il disait « Nous n'avons pas besoin de la toucher » et de la réaction de mon corps. Un nœud froid dans la poitrine, l'envie de courir, le désir de protéger une inconnue qui, peut-être, ne connaissait même pas la menace. Quelques jours plus tard, j'ai aperçu cet homme par hasard dans le service, déjà dans la salle commune, un espace plus contrôlé. Il était assis tranquillement et faisait tourner une cuillère en plastique dans ses mains. Personne ne pouvait dire ce qui se passait derrière son silence. Mes collègues gardaient leur distance. Nous avions tous fait ce que nous pouvions dans le cadre des règles. Nous l'avions enregistré, observé, déplacé plus près des autres employés, élevé le niveau d'attention. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas noter. La sensation intuitive de danger qui n'apparaît pas dans les rapports. C'est comme l'odeur de la fumée, absente, alors que le feu est encore petit. Cette nuit-là, j'ai appris une autre chose. Parfois, la menace ne ressemble pas à un cri, elle ressemble à un sourire et à un « tout va bien ». Et si vous ressentez cela, ne l'ignorez pas. L'expliquer peut être difficile. Les mots sur le papier semblent formels et secs, mais dans la vie réelle, parfois, c'est précisément l'intuition et une petite précaution qui peuvent empêcher un drame. Je ne veux pas dramatiser. Parfois, les gens avec de tels passés disent simplement des bêtises. Parfois, ils récitent des phrases comme de vieux scripts de leur maladie. Mais parfois, quand certaines choses se combinent, le passé, le sourire, le silence, il vaut mieux agir avec prudence. Et je ne laisse plus passer de telles phrases, même si elles sont prononcées à voix basse.